Donc nous sommes en plein mois d'août. J.D. Vance est en vacances du côté de la Grande-Bretagne et de l'Écosse. Et pourtant, on va lui demander d'intervenir, d'être là, présent par téléphone. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réunion, encore une fois, au sommet, où Suzy Wiles représente Donald Trump. Il y a Caroline Leavitt, il y a Todd Blanche qui est là. On est dans le Situation Room, l'endroit le plus secret et le plus protégé des États-Unis, hein, l'endroit où on gère les crises. Et on est face à un problème. C'est que le tri des documents du dossier Epstein ont mis à jour une partie du dossier des différentes plaintes qui a été déposée par Virginia Giuffre. Hein, on s'en rappelle, on a une ou deux illustrations de Virginia Giuffre. Évidemment, on pense fortement à elle et à son frère qui a repris son combat. Elle s'est suicidée au mois d'avril dernier après avoir lutté toute sa vie pour la vérité dans l'affaire Epstein. Je vous invite, tant qu'on parle de livres, à aller vous procurer, à aller lire son livre publié à titre posthume. Nobody's Girl par Virginia Roberts Giuffre. Et donc, du côté de Todd Blanche, on a analysé le dossier Jeffrey. Et dans le dossier Jeffrey, on s'est rendu compte qu'il y avait une série de documents qui étaient extrêmement gênantes pour Donald Trump. Et donc, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on va faire avec ces documents ? Si on sort ce site, on va être obligé de mettre le dossier Jeffrey. Et si on sort le dossier Jeffrey, il y a cette histoire-là qui est un véritable challenge parce que si l'information devient publique, là, on a un énorme problème. L'information est la suivante, c'est que dans le dossier Jeffrey, il y a toute une série d'emails qui ont été envoyés par une amie une amie de Virginia Giuffre, qui est aussi une victime d'Epstein, qui s'appelle Sarah Ransom. Ce qui est intéressant, le rappel évidemment, c'est que Giuffre a été recruté par Ghislaine Maxwell à Mar-a-Lago. Donc on est vraiment dans un univers extrêmement gênant pour Trump. Et dans ce dossier, donc, il y a une partie de conversation et d'email de Sarah Ransom, dont cet email envoyé à Virginia Giuffre, où elle dit qu'elle connaît une autre fille, une copine à elle, qui faisait partie des filles recrutées par Maxwell. Et donc, vous imaginez, d'un coup, on repense à Maxwell qui, un mois plus tôt, a été interrogé par Blanche pour dire que non, Trump était parfait, et que Jen, mineure à ce moment-là, raconte que elle a eu des relations sexuelles avec Trump et que Trump a une obsession avec les tétons. C'est le Nipplegate. On rigole pas parce que c'est extrêmement sérieux. Et donc, elle dit qu'il est tellement obsédé par les tétons en général qu'il est extrêmement violent et agressif. Et Ransom dit « c'est vrai ». Donc d'un coup, on a un témoin qui dit « c'est vrai, elle m'a montré sa poitrine après avoir eu des rapports avec Trump et elle était irritée jusqu'au sang ». Hein, tout ça, elle était enflée, ils étaient rouges de sang et elle se souvenait, elle écrit à Jeffrey, elle est prête, elle propose à Jeffrey que ce témoignage soit utilisé dans le cadre de la démarche pour diffamation, procès civil mené par Jeffrey contre Ghislaine Maxwell. On est extrêmement sérieux, c'est pas juste des copines qui sont en train de discuter. Et donc, on a ces accusations contre Donald Trump. Et là, on se dit, on est réunion de crise. On comprend d'un coup pourquoi on dit à J.D. Vance, qui est en vacances en Europe, non, il faut que l'on se parle. Il y a ce document à l'intérieur.
Donc voilà, ce document est à l'intérieur, même s'il n'est pas confirmé une preuve, ce serait évidemment quelque chose d'énorme et qui commence à lier à d'autres articles, d'autres informations qui étaient oubliées ou perdues dans le temps. Parce Ouais, qu'évidemment, tout ça, c'était il y a maintenant 25 ans et on rouvre donc le chapitre de qu'est-ce qui faisait Trump pendant ces années-là à Mar-a-Lago quand il était le meilleur ami d'Epstein. parce que le dossier Jeffrey Ransom est un dossier qui est partiellement public. Et cette information-là, fait que on se dit, elle est sortie partiellement. Elle est sortie partiellement à la fin de 2023, et c'est là qu'on voit l'échec à la fois des journalistes et l'échec des partis et du Parti démocrate de ne pas avoir utilisé l'affaire Epstein pendant la campagne. Oui, bien sûr. En disant non, il y avait tellement d'autres choses que personne en a parlé. Et donc, on arrive au moment de cette réunion au sommet sur l'obsession prétendue de Trump pour les tétons. Et là, on est en train de se dire, OK, moi, je n'en ai jamais entendu parler de cette histoire-là. Certains disent, ouais, peut-être, j'ai entendu des choses en parler. Et en se disant, non, mais le problème, c'est que si on crée ce site Internet, les gens vont pouvoir aller rechercher et trouver ce genre d'informations et le mettre en avant. Et du coup, du côté de la Maison-Blanche, il y a une rupture très forte avec J.D. Vance qui, lui, balaye de tout ça. Il dit non, si on cache ce genre d'informations et qu'on les trouve autrement, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un dossier d'un procès civil, le problème, c'est qu'on va nous dire pourquoi vous avez censuré cet email où elle explique ce que les pratiques de Donald Trump. Et donc, il dit de sortir. Et donc, exactement. Et on comprend du coup la chute de J.D. Vance. Ouais. J.D. Vance dit non, on va sortir ces informations-là. Je pense que le président sera d'accord. Si on n'en sort pas, ça va être pire. Et c'est là que Susie Wiles dit ah non. Mais pas du tout. C'est le contraire. On ne va pas sortir. C'est le contraire. On ne va pas sortir. Le président ne veut pas. Déjà, le président ne veut absolument pas. Donc Trump ne veut absolument pas qu'on parle de l'affaire et il veut rien sortir en général. On ne va pas, nous, la Maison-Blanche, sortir un document où on accuse Trump d'avoir cette obsession sur les seins d'une mineure. C'est pas possible. Et là, on nous dit que c'est un moment complètement surréaliste, imaginant la chose. Les officiels qui sont là, de se dire on est en train de discuter du Nipplegate. Mais au-delà de ça, encore une fois, c'est important. On comprend d'un coup pourquoi, du côté de Donald Trump, on ne veut rien sortir et pourquoi il y a ce divorce avec J.D. Vance. Bien sûr. J.D. Vance, c'est celui qui était là à proposer de sortir ça. Et là, on arrive, cet exemple, pourquoi cet exemple-là, il y en a d'autres, on va y venir, qui sont mis en avant et il y en a d'autres qui sont explorés. Et pourquoi cet exemple est mis en avant ? Parce que, et c'est là qu'on voit le problème de Trump, on mesure le problème de Trump dans le cadre du dossier Epstein, c'est qu'on se rend compte très rapidement au mois d'août qu'effectivement, on ne peut rien sortir. Effectivement, on ne peut rien sortir. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre une porte en disant « Ok, bon là c'est ça, on va faire ça », on arrive devant un couloir où il y a d'autres portes et lisez cette phrase-là, cette fin de phrase. Chaque nouvelle pièce, chaque nouvelle porte que l'on ouvre dans le cadre de ces réunions dans le Situation Room, qui sont basées sur le dossier Epstein, à chaque fois qu'on ouvre quelque chose, on fait face à encore plus de plaintes de femmes contre Trump. C'est son problème. On parle de contre Trump ici. C'est qu'il pas n'a pas en général de plaintes de femmes, c'est contre Trump. De plus en plus d'accusations. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas qu'une histoire qu'il faut éviter cachée avec Trump, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y en a trop. Il y en a partout et c'est pour ça qu'on ne peut rien sortir parce que chaque histoire, même si elle n'est pas directement liée à Trump au début, elle amène à quelque chose qui est lié à Trump. Parce que là, on s'est dit, OK, on sort le dossier Jeffrey. Ah, mais dans le dossier Jeffrey, il y a l'affaire Sarah Ransom. Ransom. OK,
On ouvre le dossier ransom. Ah, le problème, c'est qu'on trouve sur Jen. C'est qui Jen? On ouvre l'autre dossier. Trump. On a des témoignages et des témoins. Et tout ça nous ramène à chaque fois à Donald Trump. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver d'autres solutions. Et c'est pour ça que à chaque fois, toutes les propositions de J.D. Vance, c'est le point commun aussi, hein, entre juin, juillet et août, toutes les propositions de J.D. Vance sont rejetées ou alors elles sont repensées et c'est à chaque fois Todd Blanche qui est là pour dire non, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Je suis l'avocat de Donald Trump, je vais continuer à l'être jusqu'au bout. Une des solutions, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'était d'avoir utilisé, c'est ce qu'ils ont fait, d'avoir utilisé la fameuse convocation devant la convocation exigence de documents de la part de Comer. Et c'est pour ça que Thomas Massie et Ro Khanna et derrière les 3 femmes qui ont signé la discharge petition ont dit non, ce document-là, c'est pas suivant parce que on a exprès, regardez comment on détourne la vérité en disant donnez-nous, envoyez-nous les documents qui sont liés uniquement aux plaintes criminelles. Pourquoi ? Parce que d'un coup, ça permettait de dire mais tous les procès civils, le dossier Jeffrey, on ne le sort pas. Le dossier Ransom, on ne le sort pas. Donc vous voyez, on fait de la transparence, mais on demande. Et donc le but, quand on vous dit qu'il y a toute une machine gouvernementale qui a travaillé à protéger Donald Trump, c'est que le but du comité d'enquête, le Oversight Committee du Congrès, a été de trouver des solutions pour donner le sentiment que l'on voulait la vérité tout en protégeant Donald Trump, en créant ses portes de sortie. C'est malade cet exemple. Bien sûr. Mais tout ça, pourquoi ? C'est parce que, regardez, on le sait, maintenant, plus de 38 000 fois, Trump, sa famille et Mar-a-Lago sont cités dans le dossier Epstein. Dans le dossier Epstein, public, Thomas. Public, dans évidemment. le parti public. Alors, je vous rappelle qu'il y a 3 millions de documents qui n'ont pas été rendus publics et que donc, il faut faire confiance à Todd Blanche. Todd Blanche, on a vu son rôle tout au long de cette affaire-là, lorsque Todd Blanche dit non, mais ce sont des dupliqués, des doubles de ce qui existe. Faites-moi confiance, il n'y a rien dedans qui empêche quoi que ce soit. Parmi les choses qu'il y a dedans, et on le sait depuis quelques jours grâce à une élue démocrate qui en a parlé devant le Congrès, il y a par exemple cet email qui n'est toujours pas public. Wow. Il n'est toujours pas public. On est en janvier 2020, et il y a un email entre des enquêteurs au niveau fédéral, donc ce sont des agents du FBI, qui écrivent que Donald Trump a utilisé le jet de Jeffrey Epstein, on sait pas vers où et ni comment, plus que ce qui est connu à l'heure actuelle. Beaucoup on sait plus, on a publié des logfly. Et non, en fait, il y a plus que ça. Et en janvier 2024, pendant la campagne, Trump avait quand même déclaré qu'il n'a jamais été dans l'avion. Sauf qu'on a au moins 8 exemples de voyages entre exemples, mais et 16. Dans la réalité, parmi les documents qui n'ont toujours pas été rendus publics, il y a cette information que Donald Trump a volé encore plus souvent que ce que l'on croit dans le jet de Epstein. Alors, quelles que soient les raisons, cela prouve aussi qu'il y avait une relation d'amitié extrêmement forte entre Donald Trump et Jeffrey Epstein. Et donc, on se demande, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est caché ? Comme tu as dit, il y a tous ces documents qui sont soit caviardés, soit pas publiés. Ouais, et donc, toutes ces manœuvres, l'idée, c'est de permettre à Donald Trump de construire un nouveau narratif. C'est ce qu'il fait en ce moment, lorsqu'il répète à l'envi qu'il a été complètement exonéré dans la sortie de documents. En fait, ce temps lui a permis de construire ce monde parallèle, imaginaire, où il dit tout le reste
de la classe politique américaine, si vous voulez, est impliqué dans l'affaire Epstein, mais pas moi. Au contraire, les documents, l'enquête de Todd Blanche a permis de déterminer que je n'étais pas coupable de quoi que ce soit. Ce qui est intéressant, on arrive vers la fin de cet article. J'ai 2 autres extraits. Je n'ai pas fini. Je vais vous montrer 2 ou 3 autres choses qui sont importantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte très vite que tout au long de cette année, où les ressources gouvernementales ont été utilisées pour protéger Trump, il s'agit, vous vous en rendez bien compte, d'un cover-up énorme. On vous raconte un cover-up énorme et je suis persuadé que la réalité est encore pire que ce document-là, que ce livre-là, qui va sortir à la fin du mois de juin. Tout au long de cette affaire Epstein, cette affaire Trump-Epstein, excusez-moi, la Maison-Blanche a travaillé avec Fabrizio, donc, qui est le responsable des sondages qui travaille pour Trump, qui a toujours travaillé pour Trump, qui était payé pendant des années. C'était à la fois le sondeur de Fox News et le sondeur de la PAC Save America, MAGA. Et tout au long, on a fait ces enquêtes, très souvent très précises, très souvent avec des focus group, etc., où on allait interroger les électeurs MAGA. Et aujourd'hui, ça date de la fin du mois de mars, c'est une des informations les plus récentes, on se dit que le plus dur peut-être est passé. Pourquoi ? Parce que le dossier, le terme Epstein, c'est plus que le sujet de préoccupation numéro 6 des Américains. Donald Trump préfère voir aujourd'hui les problèmes d'inflation, économie, etc., avant l'affaire Epstein. Donc l'affaire Epstein est tombée en numéro 6. Mais, et c'est ça ce qui est vraiment inquiétant pour Donald Trump, et c'est pour ça que le fantôme de Jeffrey Epstein va continuer à le poursuivre, c'est que ce que précise Fabrizio, c'est que tout au long de ces mois de crise, de manière consistante, quel que soit le groupe d'électeurs, quel que soit le groupe démographique, le groupe social, le dossier Epstein revient. C'est-à-dire que c'est, contrairement à ce qu'on pensait en début d'affaire du côté de la Maison-Blanche, que c'était quelque chose qui était uniquement online pour une petite partie des électeurs, c'est qu'un an après, et c'est pour ça que le fantôme est toujours là, un an après, tous les Américains, ils ne vont pas le citer en premier, mais à un moment ou un autre, dans leur conversation, citent l'affaire Epstein comme étant un problème pour Donald Trump. C'est un enseignement pour le futur. Et justement, la conclusion de ce formidable papier du New York Times tiré du livre de Maggie Albert et Jonathan Swam, c'est de dire que, regardez, Donald Trump a échoué. Il a échoué. Il n'a toujours pas réussi à faire disparaître le fantôme Epstein. Il n'a pas réussi à faire disparaître le fantôme Epstein. Et le fantôme Epstein sera au cœur de la campagne. Cette semaine, d'ailleurs, pour l'anniversaire de Donald Trump, Thomas va nous montrer les images pendant que je vous parle, le fantôme de Jeffrey Epstein sera à DC, à quelques... Non, juste, excuse-moi. À quelques... Vas-y, tu peux faire passer la vidéo. À quelques mètres de la Maison-Blanche, avec l'arrivée de la library, de cette fameuse bibliothèque éphémère qui était à New York pendant un certain temps. Regardez, grâce aux dons de la communauté, ils ont réussi à ouvrir une bibliothèque éphémère du côté de Washington. Pourquoi Washington ? Parce que Donald Trump, bien évidemment, parce que son anniversaire, mais parce que Washington va battre très certainement des records de tourisme avec
les célébrations du 250e anniversaire. Donc, au moment où on retire le nom de la façade du Kennedy Center, il y a un autre monument qui désormais a son nom. Regardez, ce sont le pouvoir des vaguelettes, The Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial, je ne sais plus, c'était Reading Memorial, Room. Reading Room. Donc ça, c'est un point. Mais l'autre point, c'est que même si il y a d'autres sujets qui sont passés devant l'affaire Epstein continue à empoisonner Donald Trump. On l'a vu dans toutes les catégories. Et donc, l'affaire Epstein doit devenir, en 2026, en novembre prochain, un sujet de campagne. Ça doit devenir, c'est pas le seul, mais ça doit devenir un sujet de campagne. Ouais. Et les 2 prochaines années, si les démocrates ont la majorité à la Chambre des représentants, l'affaire Epstein doit être une des priorités des élus démocrates et les républicains qui voudront se joindre à ce combat pour la recherche de la vérité. La hauteur du cover-up que je viens de vous raconter, démontre que les secrets de l'affaire Epstein sont extrêmement dangereux pour Donald Trump et pour son entourage. C'est un devoir désormais des élus d'aller chercher ça. Et donc, du 1er janvier 2027 à la fin de l'année 2028, il ne faut pas une semaine à Washington sans que le dossier Epstein, l'affaire Trump-Epstein soit au devant de l'actualité. Il ne faut pas. Et quand je vous dis qu'en termes de campagne, il y a 3 élus qui en ce moment ont compris ça. Il y a Ro Khanna qui parle en permanence de cette Epstein class. Il y a du côté, et on ne va pas regarder la vidéo parce qu'elle est longue et il est tard, il y a Jon Ossoff du côté de la Géorgie qui systématiquement rattache la crise économique, l'inflation, le fait que les Américains n'ont plus accès à l'assurance santé, il rattache ça à Donald Trump et à la classe Epstein. Et puis, il y a celui qui, depuis hier, est le candidat démocrate, controversé, certes, mais le candidat démocrate, on reparlera de lui, ce n'est pas le but dans cette émission, le candidat démocrate du côté du Maine, où la majorité du Sénat va se jouer en mars prochain, c'est Platner, et on va regarder, je pense qu'on a la vidéo, on va regarder son dernier spot de campagne, et vous allez voir, son dernier spot de campagne, il tourne autour d'un seul sujet. Vas-y, Thomas. Some of the most powerful Democrats and Republicans in the country were on Epstein Island. It seems the only thing the party establishments can agree on is a love of Jeffrey Epstein and a hatred of me. I'm Graham Plattner, and I approve this message because together we will take back our government from the Epstein class. Ouais, Thomas va vous montrer, c'est son slogan. C'est son slogan, un de ses slogans. On va reprendre le gouvernement. C'est le côté de la gauche populaire, gauche populiste. Certains disent que c'est Blue MAGA. On en reparlera tout ça, c'est un sujet extrêmement intéressant. De dire, voilà, on va reprendre notre gouvernement des mains de la Epstein class. Et c'est les conclusions de Fabrizio quand il dit toutes les branches de la population américaine ont l'affaire Epstein en place, en tête. Le fantôme de Jeffrey Epstein n'a pas terminé, et c'est tant mieux pour des tas de raisons, et pas d'ailleurs qu'électorales, mais n'a pas terminé de hanter Donald Trump. C'était une édition spéciale de La Chute.